Robert, bonjour. Bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Que je connais. C'est vrai. On voudrait avoir vos réactions par rapport à Charlie. On a lu une partie de votre bouquin, Mohican. Pourquoi vous avez écrit ce livre-là ? Mais c'est un peu la phrase que je mets en exergue de Baldwin, là, et on écrit des livres pour changer la perception que les gens ont du monde. Et ce livre-là était assez difficile Il y a une longue période de maturation pour moi, j'y pensais depuis un moment. Mais un livre, c'est toujours une rencontre entre une époque, un auteur et une sorte d'électricité, quoi. Il faut sentir la musique dès le départ, quoi. Et avec Mohican, j'y arrivais pas pour des tas de raisons. J'y arrivais pas parce que j'étais plein de sentiments et d'affection surtout pour Kavanagh. J'avais un peu de rancœur à l'égard de personnes qui étaient dans le livre. Et donc, il fallait que je trouve une méthode très sèche et très factuelle de raconter cette histoire. Et donc, ça demande une énergie et un regard et une profondeur. Et je ne l'avais pas. Et puis, après les attentats, je pense qu'un des déclics a été de voir que ceux que je considère comme étant des usurpateurs occupaient les médias et occupaient le terrain. Et je me suis dit qu'il fallait que je raconte cette histoire, l'histoire que je connaissais de Charlie Hebdo et d'Harakiri, et cette histoire de la presse. Mais au-delà d'une histoire de presse, c'est l'histoire d'une marque. Charlie Hebdo est devenu une marque commerciale, et je voulais raconter sa captation, raconter les détournements et toutes les coulisses de cette histoire, et en faire un récit, les Américains appellent ça du new journalisme, mais en tout cas un récit écrit et distancié, et faire en sorte que cette histoire parle à tout le monde, quoi. Donc pour rappeler à notre communauté, à nos auditeurs, qui est Denis Robert. Denis Robert, c'est le whistleblower français de la banque, qui a eu énormément de petits aléas avec des huissiers, des procédures. Votre intégrité n'est plus approuvée. J'ai envie de vous poser une question. Qui est Kavanagh et qui sont les usurpateurs ? Mais sans Kavanagh, on ne serait pas là, vous ne seriez pas là. Une partie de tout ce qu'est la presse libre sur Internet, tout ça, on le doit à cet homme. C'est-à-dire que dans les années 60, lui et son alter ego, son acolyte, qui s'appelle Georges Bernier, dont le surnom et le nom connu est le professeur Choron. Donc à deux, ils ont créé la première et à mes yeux la plus importante aventure de journaux et de presse libre de ce pays, voire de la planète. C'est les défricheurs de la... Voilà, il y a très peu d'équivalents, sauf aux États-Unis, les expériences de free press ou de choses comme ça qu'il y a eu dans les années 60, tout qui a accompagné le mouvement un peu hippie. Là, on a eu une presse qui a émergé, qui allait à contre-courant de la presse américaine installée. Il y avait deux mouvements, en fait, en parallèle, qui étaient les États-Unis et la France. Mais la France avait une grande spécificité, qui était cet humour bête et méchant qu'ont inventé Kavanagh et Choron. Et donc, ces deux personnes... Kavanagh était et d'ailleurs, dans mon livre, il y a une phrase de Willem qui dit « Il y avait un malin et un intelligent ». Choron était le malin, Kavanagh était l'intelligent. Kavanagh était celui qui écrivait, qui concevait, et Choron était l'ingénieur de tout ça, celui qui ramenait l'argent, qui avait un certain génie pour l'écriture, mais c'est vraiment Kavanagh qui se bagarrait, qui avait les mains dans le cambouis et dans l'encre, et qui avait inventé ces journaux, et surtout qui s'est battu contre la censure. Parce que ils ont, pendant 25 années, ils ont eu 3 présidences différentes. C'est très loin pour vous, mais c'est Charles de Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Et chaque fois, ils ont eu des problèmes avec la censure. Mais ce n'étaient pas des petits problèmes, c'est-à-dire qu'ils risquaient la prison, on interdisait l'affichage et la vente des journaux sous prétexte que ça attentait à la jeunesse. Et donc, pour eux, ça a été une bagarre permanente. Et quand je dis qu'on leur doit tout, c'est-à-dire que la liberté qu'on a aujourd'hui, on la doit à ces gens-là. Et on leur doit même plus, parce que moi, je fais partie de ces gens, comme, je ne sais pas, Edgar Morin ou d'autres, qui pensent que sans eux, il n'y aurait pas eu mai 68 en France, et pas en tout cas un mai 68 aussi... ce qui s'est passé à ce moment-là, qui était aussi un mouvement précurseur. C'est
je veux pas parler de ce qui s'est passé ensuite, quoi. Mais ce sont eux qui ont déverrouillé, débloqué la société française. Et au-delà, des journaux en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, ont existé à l'image de ces journaux-là. Et donc moi, je raconte de l'intérieur, des années 60 à aujourd'hui, comment ça se passait, quoi. D'abord, ce qu'on leur doit, il y a toute une partie du livre sur ce qu'on leur doit, cette bagarre contre la censure, parce que ça se passait, j'ai retrouvé des travaux d'historiens, etc. Vous avez dans le journal officiel 3 lignes qui interdisent un journal. Et voilà, vous n'avez plus le droit de le sortir. Là, le premier numéro d'Harakiri interdit, c'était en 61, et 25 000 exemplaires qui sont faits, et ils ne savent plus quoi en faire. Et donc, ils ont passé presque une année avant que le numéro suivant ressorte. D'abord, il fallait trouver qui censurait. Vous racontez quelle était la commission de censure, l'entretien avec la commission de censure. Qui est surréaliste, quoi. Et ils sont face à d'abord un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, puis après avec un magistrat, qui en fait, c'est une censure morale, quoi. Le type, il a le journal et il compte les bits, toutes les phrases, et il critique les dessins, des dessins de Topor qui aujourd'hui valent des fortunes en salle des ventes. Vous avez un magistrat qui trouvait ça noir et dégueulasse et qu'il fallait pas passer ça. Et donc Cavana, en fait, plutôt avec beaucoup d'intelligence, et en retenant Choron qui avait envie de jouer au bourre-pif, il va convaincre ce magistrat du fait que ce sont des bons garçons, qu'ils vont se corriger, etc. Et pendant la première interdiction, ils vont faire pendant une année 10 numéros, en fait 7 numéros sur 10 mois, uniquement à un exemplaire, ou à 2 ou 3, quoi, pour ces magistrats, pour montrer patte blanche, pour pouvoir ressortir Harakiri. Et Harakiri ne va faire que grimper en qualité, et en notoriété, et à un moment ils vendent 250 000 exemplaires par mois, puisque c'était un mensuel, et puis ils deviennent hebdomadaires après 68. Bon, c'est toute une aventure de presse, et donc on leur doit beaucoup, quoi. Qui a usurpé ça ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que au début des années 90, Charlie Hebdo s'arrête en 1982. Et pendant 10 années, il ne se passe rien. Il y a des petites initiatives en France comme l'Idiot International, mais ça rencontre pas un grand public, contrairement à Charlie Hebdo qui vendait beaucoup et qui marchait très bien. Et puis, faute de lecteurs, et puis l'usure du groupe fait que ça s'arrête un jour. Et à ce moment-là, donc il se passe 10 années, et en 92 naît un nouveau journal qui s'appelle La Grosse Bertha, qui était en opposition à la guerre en Irak, et qui réunit beaucoup de dessinateurs, dont la plupart des anciens de Charlie Hebdo, et vers la fin, Cavana. Et un type qui s'appelle Philippe Val est dans cette équipe-là, et avec Cabu, ils vont se fâcher avec l'équipe de La Grosse Bertha, et ils vont décider de ressortir un journal, ce qui est complètement légitime. Et eux étaient sur une ligne plus politique, plus journaliste que la ligne bête et méchante originale. Et ils vont donc sortir un nouveau journal. S'ils l'avaient appelé Tartampion, il n'y aurait aucun problème, il n'y aurait pas d'histoire et pas de livre aujourd'hui. Simplement, ils vont l'appeler Charlie Hebdo. Et si vous voulez, à mon sens, c'est la première usurpation, c'est-à-dire que la Grosse Bertha vendait, on va dire, autour de 15 000 exemplaires. Exactement le même journal la semaine suivante, en enlevant Grosse Bertha et en mettant Charlie Hebdo, ça vend 180 000 exemplaires. Sauf que c'est un peu comme le Canada Dry, quoi. Ça a la saveur de l'ancien Charlie Hebdo, mais ça n'est pas Charlie Hebdo. Mais jusque-là, à la limite, pourquoi pas, quoi. Il y a des détournements de marques, des choses comme ça. Sauf que ce journal va petit à petit dériver, à mon sens, quoi. Et dériver dans quel sens ? Dans le sens où l'idéologie de ce fameux Philippe Val va petit à petit prendre le pas sur tout le reste. Il va faire des éditos favorables à la guerre en Irak, il va faire passer ses idées, il va faire rentrer ses amis et des gens qui pensent comme lui dans ce journal, il va virer les récalcitrants.
je raconte plein d'histoires. Donc, dans un journal qui a l'apparence de la liberté, parce que c'était des génies, les types qui créaient Charlie Hebdo. Il y avait de la créativité, il y avait de l'innocence. Ils avaient fait un journal qui était magnifique. Et ce type, c'est un peu comme un coucou qui rentre dans le nid d'un autre, et il va en faire un instrument pour lui au fil des ans. Au début, je dis, tout ça s'est fait progressivement. Il n'y avait pas un plan préconçu. Mais si vous voulez, moi, je démarre cette histoire de nos jours. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, indépendamment de l'attentat. Parce que l'attentat a troué le ciel et le livre est complètement étranger à l'attentat. Il n'y aurait pas eu de livre s'il n'y avait pas eu d'attentat. Mais je prends l'équipe aujourd'hui et l'énorme problème qu'ils ont, puisque Charlie est devenu une marque planétaire, et j'essaie de comprendre d'où vient l'origine de ces problèmes. Et un peu comme en psychanalyse, je pense que c'est tout le linge sale et toute l'histoire qui n'a jamais été racontée qu'il faut que je raconte, tous ces secrets qui n'ont pas été dévoilés, tous ces non-dits, et ces détournements qui sont en fait le fait de plusieurs personnes, mais principalement 2 personnages. Philippe Val, qui est, vous devez le connaître, c'est un ancien chanteur, non ? Un ancien chansonnier, oui, qui voulait être Léo Ferré, et puis c'était son rêve, qui est le fils d'un boucher charcutier de Neuilly, et qui était chansonnier, et qui va se prendre pour un philosophe, quoi. Ou pour un homme politique, et qui était un ambitieux, un type qui a soif de pouvoir, mais qui à mes yeux, c'est sans doute un des plus grands usurpateurs que j'ai jamais vu, quoi. Parce qu'en plus, il est intelligent, il sait écrire, mais je pense démontrer dans mon livre à quel point il est sans foi ni loi, quoi, et à quel point ce qui compte pour lui, c'est le pouvoir, l'exercice du pouvoir, et il a tous les défauts de ces ambitieux qui arrivent sans grand talent, mais grâce à des réseaux. Et ce que je lui reproche, indépendamment du détournement de fonds, parce qu'il y a de l'argent, etc., mais c'est d'avoir détourné le fond et le sens profond de ce journal, et d'avoir grimpé comme ça dans la hiérarchie, dans la hiérarchie de ce pays, on va dire, en marchant sur la tête, et en écrasant la beauté, l'innocence et la créativité de génies comme Reiser, Cavana et d'autres, et en abusant de la faiblesse et de la vieillesse de Cavana. Vous parliez de réseaux. Est-ce que vous pouvez me décrire ces réseaux ? Est-ce que vous les connaissez ? Les réseaux, c'est oui, c'est-à-dire que c'est assez troublant de voir que dès qu'il y a une pétition, dès qu'il y a des soutiens, on revoit toujours les mêmes personnes, la maison d'édition Grasset, Bernard-Henri Lévy, le journal Causeur. C'est toute une bande de gens comme ça. Il y a un premier cercle, et puis ensuite il y a tous ceux qui ont fait allégeance ou à qui ont rendu des services, des renvois d'ascenseurs, etc., quoi. Et là, aujourd'hui, ils bénéficient de l'aide, de l'appui d'une chargée de communication qui s'appelle Anne Hommel, qui était la personne qui s'était occupée de la com de Cahuzac, de Dominique Strauss-Kahn, d'Omar Bongo, et qui est une femme assez puissante, également à mes yeux sans foi ni loi, et qui fait tout pour protéger cette bande. C'est des gens qui se cooptent entre eux, qui veulent le pouvoir, et qui écrasent tout sur leur passage, et qui ont des entrées dans toutes les télévisions, les journaux, etc., quoi. Et donc moi je suis le spectateur. Je suis pas, mon état d'esprit est ni la revanche, ni la colère, ni tout ça. Je suis quand même assez épaté par la force et la puissance de ces gens-là, quoi. Parce que par ailleurs, Mohican, qui vit sa vie de livre, plutôt bien d'ailleurs, c'est-à-dire il est sorti avant les attentats, il est sorti il y a 3 semaines maintenant, et grâce à Internet, grâce au bouche à oreille, c'est un bouquin qui est réimprimé, qui marche, donc je suis pas là pour vendre un livre. Vous parliez de psychanalyse. Oui. Avec les attentats, on a pu voir un moment très puissant, et ce moment très puissant a pu générer une décompensation. Est-ce que cette décompensation s'est matérialisée au sein de cette équipe ? Est-ce qu'il y a eu un problème avec cet argent qui a afflué massivement de Google jusqu'à le citoyen ?